La société marane a incontestablement inspiré beaucoup d'écrivains. Et dans leur roman, ils nous présentent une société bien entendu secrète, avec des ramifications un peu partout dans le monde. Et incontestablement, cette description d'une société très efficace, qui garde son secret, qui est très solidaire entre elles, a bien entendu une base historique certaine. Et il ne serait pas improbable que le personnage qui aurait inspiré cette société tellement efficace, une société d'entraide, les maranes sont capables de se connaître ou de se reconnaître un peu partout dans le monde, cette idée-là va être forgée à travers le vécu d'un homme qui s'appelle Don Youssef Nassi. Alors Don Youssef Nassi est un maran, comme on l'a dit, ou donc un nouveau chrétien, mais un nouveau chrétien portugais. Vous savez que les juifs portugais et les juifs espagnols ont eu un destin plus ou moins ressemblant. À quelques années d'écart, eux aussi, ils vont connaître l'installation de l'Inquisition et des expulsions et des actes d'une cruauté inouïe. Donc les Mendes, puisque c'est son nom de famille, alors qu'il était nouveau chrétien, les Mendes, les deux oncles de Don Youssef Nassi, ont créé une maison de commerce et très très vite, ils vont pratiquement avoir le monopole du commerce du poivre pour l'Europe. Donc, cette maison de commerce va officier aussi en tant que banque et le proverbe dit qu'on ne prête qu'aux riches. Les Mendes ne prêtaient qu'aux très riches, en ce sens que leurs clients vont être les princes et les rois de l'Europe en cette deuxième moitié du XVIe siècle. Et Juan Miguez, puisque c'est son nom de nouveau chrétien portugais, Juan Miguez a grandi avec les plus grands. Il a évolué dans la cour du roi Charles Quint. Il a appris l'escrime avec le futur empereur Maximilien. Il a toutes les bonnes manières qu'on peut s'attendre à trouver chez un noble en cette deuxième moitié du XVIe siècle. Et il va très très vite prendre la relève de cette maison de commerce qui a été instaurée par ses deux oncles. Et il va en cela seconder sa tante, qui est aussi très connue dans la tradition juive, puisqu'il s'agit de la très importante Donna Grazia. Et maintenant, à la mort de ses deux oncles, les nobles allemands, portugais ou espagnols vont essayer d'épouser Donna Grazia. Il ne s'agit pas là d'un mariage d'amour, mais bien d'un mariage intéressé, un mariage qui est réfléchi sur des considérations de la haute finance. Et les Mendes comprennent que leur fortune est en danger et que les vieux chrétiens, puisque c'est comme ça les chrétiens de souche, essayent de s'accaparer la fortune des Mendes. Et on va faire de très très grosses pressions. La reine de Hongrie, beaucoup de nobles vont essayer de faire des pressions très très fortes sur Béatrice, l'ancien nom de Donna Grazia, pour qu'elle épouse un vieux chrétien d'Aragon. Celui-là, il était vieux dans les deux cas, c'est-à-dire vieux par son âge et vieux par sa naissance, c'est-à-dire un chrétien d'origine. Et donc les Mendes vont décider de quitter l'Europe. Alors c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup de précautions, c'est quelque chose qui prend du temps, et ça va leur prendre 2 ans pour liquider tout leur comptoir en Europe et pour aller s'installer à Constantinople, où très très vite Don Youssef Nassi, puisque c'est le nom qu'il a choisi, va devenir un des favoris du sultan, Selim II. Et à partir de ce moment-là, Don Youssef Nassi ne va pas se contenter d'œuvrer dans le domaine de la finance, mais aussi dans le domaine de la politique. Et le grand historien Léon Poliakov a du mal à cacher son enthousiasme lorsqu'il nous décrit l'activité
extraordinaire de ce Don Yosef Nassi. Avec votre permission, je lis un petit peu. Ken. Mais pour qui Don Yosef Nassi travaillait-il? Ken. Ces assises peuvent assez facilement être mises en évidence grâce à un réseau international Maran et aux relations personnelles de celui-ci, de celui qui avait été Jean Miguez et qui est devenu Joseph Nassi. Pendant une quinzaine d'années, Don Yosef Nassi fut l'homme le mieux renseigné d'Europe, et ses informations, doublées de ses cadeaux, lui permettaient de constituer à lui seul un groupe de pression internationale terriblement efficace, d'infléchir la politique étrangère ottomane et de décider même de déclarations de guerre et de traités de paix. Mais ce qui est impossible à déterminer, c'est de savoir au profit de qui cet homme travaillait à chaque moment donné. Et ainsi donc, Don Yosef Nassi va être pendant une quinzaine d'années un facteur incontournable de la politique étrangère. C'est lui qui va aider un noble polonais à devenir roi de Pologne. Et les rois très catholiques de France ne vont pas lui pardonner son retour à sa réintégration à l'intérieur du peuple juif. Et lorsqu'il était encore Juan Miguez, il avait fait un prêt de 150 000 ducats au roi français Henri II. Et lorsque Henri II apprend que Juan Miguez est devenu maintenant Don Yosef Nassi, avec une mauvaise foi évidente, il va dire « Moi, je ne connais pas de Don Yosef Nassi. La personne à qui j'ai emprunté cette somme s'appelle Juan Miguez. S'il veut que je le rembourse, que Juan Miguez revienne vers moi. Mais ce Don Yosef Nassi n'obtiendra rien du tout de ma part. » Mais il en faudra beaucoup plus pour briser un homme comme Don Yosef Nassi. Et exactement comme le philosophe, l'historien Paul Yaakov vient de nous le rappeler, Don Yosef Nassi va convaincre le sultan de déclarer la guerre à la France. Et à partir de ce moment-là, et pendant une dizaine de mois, tous les bateaux français que la flotte de guerre turque, ottomane, rencontre sur son chemin, seront pillés jusqu'au remboursement de la dette. Maintenant, pour finir avec une touche tout à fait délicieuse, le roi de France demande l'arrêt des hostilités et il s'engage à rembourser ce qu'il doit encore à Don Yosef Nassi et on va signer un traité de paix. Ce traité de paix, mes amis, va être rédigé en hébreu. Je crois que ça sera la plus belle vengeance de Don Yosef Nassi. L'original du traité de paix entre la France et la Turquie va être rédigé en hébreu et chacun des co-signataires de ce traité recevra une traduction dans sa langue maternelle. Et donc Don Yosef Nassi va montrer une fois de plus aux rois chrétiens d'Europe qu'il est beaucoup plus fort qu'eux. Et comme nous l'avons rappelé il y a quelques instants, Don Yosef Nassi a déjà une vision sioniste de l'avenir du peuple juif, et ensemble avec sa tante, il va faire pression sur le sultan pour obtenir la ville de Tibériade. Et à partir de la ville de Tibériade, alors il caresse un projet de voir la ville de Tibériade comme l'embryon d'un nouvel État juif qui devrait apparaître selon ses programmes dans les années qui viennent. Et on a retrouvé des documents où il invite une communauté juive italienne à faire son alia. Il est prêt à, exactement comme le fait aujourd'hui l'agence juive, à financer leurs frais de déplacement. Il apportera les bateaux, il les emmènera à Tibériade. À Tibériade, il fait reconstruire les murailles de la ville. À Tibériade, il organise la plantation de centaines de mûriers et l'industrie de la soie était en pleine vogue en ces temps-là. Et vraiment, il a un projet sioniste. D'ailleurs, aujourd'hui encore, dans la ville de Tibériade, il y a un très beau musée de Donna Grazia et Don Yosef Nassi.
Et plus tard, pour les bons et loyaux services qu'il rendra à la couronne ottomane, le sultan lui donnera l'île de Naxos, en Grèce, et il recevra le titre de duc de Naxos. Et aujourd'hui, j'ai essayé de contacter mes amis grecs pour voir si dans cette île-là, il reste quelque chose, un souvenir de Don Yosef Nassi, et j'ai été très déçu par leur réponse. En tout cas, en ce qui nous concerne, on vient de faire connaissance avec un grand personnage de ce monde mystérieux qu'était celui des Marans. À très bientôt, les amis.